Bien, c'est moi qui vous remercie toutes et tous. Je regrette, et j'ai beaucoup regretté aujourd'hui en préparant d'ailleurs cette communication, de ne pas pouvoir assister. Ce n'était pas possible à ce séminaire. J'aurais, je crois, beaucoup appris, ce qui est quand même la chose la plus importante. J'aurais beaucoup appris sur le sujet dont je vais vous parler. Je ne suis pas familier, je ne suis pas un spécialiste de cette question des fake news, loin de là. Et je voudrais même dire de manière très personnelle que je me sens relativement protégé du phénomène, non pas parce que je serais moins fake que le reste du réel, mais tout simplement parce que je ne suis pas très présent sans doute dans les lieux, dans les réseaux sociaux dans lesquels ceux-ci se développent par excellence. Alors, je remercie évidemment Samuel et tous les collègues de Paris, Laval, Montréal, qui prennent ce risque en m'invitant. Et l'exposé que je vais faire étant donné mon absence d'expertise du sujet, va essentiellement consister à tenter de mettre des mots sur cette réalité des fake news depuis mes propres sujets ou depuis certains des sujets que je travaille, et en particulier depuis la question de la gouvernementalité algorithmique. J'espère, ce faisant, que je ne dirai pas trop d'évidence ou de généralité, et vous allez voir que je pars vraiment de rien. Je vais partir de rien en mettant en avant, c'est mon point de départ, l'idée que fake ajoute à l'idée de la non-correspondance à la réalité, hein, du false, du non-correct, quelque chose comme relevant, qui relèverait de la manipulation, du trucage, de la fraude, avec dès lors, et c'est cela que je veux pointer, avec dès lors aussi la dimension intentionnelle qui accompagnerait celle-ci, qui accompagnerait la manipulation, la fraude, le trucage. Alors c'est là évidemment une première approximation qui ne résistera pas longtemps à l'analyse des réalités du phénomène des fake news, mais dont je veux malgré tout noter deux éléments de ce phénomène que je viens de décrire, hein, de cet ajout de la manipulation à la seule idée de la fausseté. D'abord, premier élément, la fusion qui est ainsi produite entre le registre de la vérité et, pour le dire de manière massive, le registre pénal, hein, le registre de la faute. Ensuite, deuxième élément, la prise en considération, en droite ligne de ce que je viens de dire, de la dimension de l'intention. Or, nous sommes évidemment habitués à nous méfier de ces deux dimensions que je viens de citer, même si c'est pour des motifs différents. D'abord, la fusion ou la confusion entre être et devoir être, pour le dire de la manière la plus générale, est précisément ce dont tout positivisme au sens large, qu'il soit de nature scientifique ou qu'il soit de nature juridique, entend se prémunir. Ensuite, et je serai un tout petit peu plus développé sur ceci, en dévoilant aussi peut-être mes sources d'inspiration dans mes différents travaux. La catégorie de l'intention apparaît comme un puits sans fond qu'il s'agit au minimum de canaliser avec dès lors les prises critiques qu'offre cette canalisation. C'est-à-dire que la critique, elle porte essentiellement sur la canalisation de ce puits sans fond de l'intention, me semble-t-il. Et je vais simplement donner trois exemples de canalisation de l'intention corrélés à trois gestes critiques, ou inscrits dans trois gestes critiques, et qui correspondent à mon background philosophique, si vous voulez. Premièrement, il me semble qu'un des efforts de canalisation
de ce puissant fond de l'intention peut être produit au travers de certains dispositifs. Le plus évident, et je me contenterai de citer celui-ci, étant le dispositif de la confession. Et ce dispositif peut être analysé précisément, une analyse qui nous amène à percevoir, et là commence toute la dimension critique, à percevoir l'articulation de la production des savoirs et de la production des pouvoirs, et j'espère ainsi faire apparaître évidemment un geste foucaldien en pointant à la fois cette modalité d'une certaine canalisation de l'intention et le geste critique et d'analyse de cette canalisation de l'intention qui l'accompagne. Deuxième geste de méfiance vis-à-vis du puissant fond de l'intention et deuxième source d'inspiration dans mes travaux, on peut aussi faire, dans une perspective cette fois-ci derridienne, de ce puissant fond de l'intention, faire de ce puissant fond de l'intention le signe d'un reste d'idéalisme qui ne cesse d'insister et qui serait propre à une métaphysique de la présence, avec le logocentrisme dont elle témoigne, dont, et voilà le geste derridien, dont l'écriture, et au sein de l'écriture, les structures citationnelles qu'elle développe, nous permet en revanche de nous déprendre de cet idéal de la présence, idéal du langage oral comme étant l'excellence même de la manière de penser, le sens, etc., qui est propre à ce que j'ai appelé un reste d'idéalisme, un logocentrisme, etc., dont Derrida se détache. Donc ça, c'est, me semble-t-il, une deuxième grande tradition qui permet de se protéger de cette fascination de l'intention. Troisièmement, de manière peut-être plus classique et plus concrète et moins philosophique, on peut aussi bousculer l'enracinement de la théorie de la responsabilité dans une doctrine subjectiviste de la faute, telle qu'elle prévaut dans les grandes traditions juridiques, et en particulier dans la tradition juridique moderne, en lui substituant une responsabilité sans faute. J'entends ici en prenant en considération les possibilités de flécher, de canaliser la responsabilité, comme c'est le cas, et ce fut quand même un grand moment d'émancipation au XIXe siècle, comme c'est le cas en droit du travail, quand on va flécher les responsabilités, non pas en se basant sur l'éventuelle faute du travailleur, mais bel et bien vers le patron ou vers un système social, comme c'est le cas encore de nos jours en droit environnemental, quand on considère qu'il s'agit de flécher les responsabilités vers, par exemple, des transporteurs de matières dangereuses, etc. Tous ces phénomènes qui nous amènent à sortir d'une logique de la faute qui serait inhérente au droit en général, au profit d'un fléchage de la responsabilité, répondent à la nécessité de prendre en considération les asymétries qui organisent le social, les asymétries structurelles de celui-ci, et aussi les asymétries de moyens. Et vous verrez que ceci sera important par la suite. Alors, je vais mobiliser ces trois dimensions critiques tout au long de mon exposé, et je tenterai en quelques mots de conclure en revenant vers elles. Alors, à ce stade, j'ai en évoquant l'arrimage de l'idée des fake news sur une faute, sur une intention malveillante, j'ai évidemment dramatisé le problème des fake news, non pas pour l'évacuer, mais pour ouvrir sur cette base-là, sur une analyse qui va consister à situer ce retour de la faute, de l'intention dans le discours contemporain de la vérité, depuis le cadre de ce que j'appellerais la gouvernementalité dans laquelle prend place le phénomène des fake news. Et ce cadre serait un cadre qui instaure
un idéal de la norme objective que je vais essayer d'exposer. En bref, donc, je voudrais articuler ce retour de la faute et de l'intention dans le champ de la vérité à un cadre qui, justement, tire sa force d'un retour extrêmement radical de l'idéal d'objectivité. Et ce cadre, il s'agit pour moi maintenant de vous le présenter et en même temps, vous le verrez, de le déconstruire. Alors, c'est ce que j'ai appelé avec une collègue, Antoinette Rouvroy, la gouvernementalité algorithmique. Et je vais exposer très rapidement ce que nous entendons par cette idée de gouvernementalité algorithmique. Mais avant d'entrer dans une tentative de description de celle-ci, je voudrais préciser qu'il s'agissait de notre part, de la part d'Antoinette et moi, essentiellement de produire un effort de conceptualisation d'une réalité normative dont il nous paraissait difficile de prendre acte, non seulement de la comprendre, mais de l'élaborer conceptuellement. Ce que nous voulions décrire, c'était des changements dans les modalités de gouverner les comportements. Et si nous utilisons le mot foucaldien de gouvernementalité pour décrire cette nouvelle réalité qui oriente les comportements, c'est dans la mesure où il s'agissait, à la suite de Foucault, de laisser entendre que ces nouvelles modalités d'orientation des comportements fonctionnait essentiellement par intériorisation de la norme, ça c'est une chose, sur un mode horizontal et dépourvu de centre, avec la difficulté dans laquelle ça place celle ou celui qui veut analyser ce type de fonctionnement, au sens où des questions comme celle de savoir qui gouverne sont périmées, de même que des questions comme celle de savoir en vue de quoi ça gouverne. La gouvernementalité n'ayant en quelque sorte pas d'autre fin que le processus de régulation lui-même. Voilà pour ce qui est de l'usage de ce mot gouvernementalité, un usage très, très général, vous l'avez compris. Je vais maintenant, avant d'entrer dans le vif de cette gouvernementalité algorithmique, tout simplement dire pourquoi nous la qualifions d'algorithmique, et sans doute ainsi vais-je dégonfler certaines attentes, hein, vous m'en excuserez. Il s'agit, en utilisant ce mot algorithmique pour qualifier la gouvernementalité en question, il s'agit seulement de pointer le fait que cette gouvernementalité se développe sur un mode automatisé, à la différence des pratiques classiques de statistique. En gros, on pourrait appeler ça une gouvernementalité statistique, sauf que nous voulons qualifier ainsi un certain type de pratiques statistiques, à savoir des pratiques statistiques automatisées. Et ce faisant, il ne s'agit pas d'entrer dans une réflexion sur le caractère artificiel de l'intelligence ou la possibilité même d'une intelligence artificielle. Ce n'est pas du tout cela qu'on veut pointer, c'est tout simplement le fait que cette automatisation des pratiques statistiques a pour conséquence la possibilité de traiter des données en quantité massive, tout simplement. Autre élément qu'il s'agissait ainsi de pointer, ou sur lequel il s'agissait de mettre le doigt en qualifiant cette gouvernementalité d'algorithmique, le fait qu'elle était de nature essentiellement décisionnelle et non pas descriptive. Essentiellement décisionnelle, vous verrez que c'est une des choses que je vais montrer par la suite. Mais donc tout ça, cet usage de ce mot peut-être plein d'attentes
d'algorithmique, ça consistait essentiellement à montrer que nous ne nous trouvions plus face à une pratique classique de la statistique, au sens où celle-ci se développait aussi toujours sur un terrain scientifique, c'est-à-dire n'était pas seulement décisionnelle, et en étant aussi sur un terrain scientifique, elle induisait des formes de précaution, disons, qui sont propres à la science, et en étant non automatisée, pardon, la statistique traitait aussi des données en quantité limitée, soigneusement traitées, des données chères aussi, hein, des données donc qu'il s'agissait de respecter, de protéger. Tout cet ethos propre à la statistique me semble bel et bien balayé évidemment par le développement d'une statistique automatisée que je qualifie donc d'algorithmique. Mais ça ne veut pas dire plus. Hein. Donc vous avez vu, il y a à la fois un saut quantitatif, si vous voulez, données massives plutôt que données rares et coûteuses, données massives, abondantes, peu chères plutôt que rares et coûteuses, d'une part, et deuxièmement, il y a la dimension qui auparavant était en tout cas en partie scientifique qui disparaît au profit d'une statistique purement décisionnelle. C'est simplement cela que nous voulons préciser en qualifiant cette gouvernementalité d'algorithmique. Reste maintenant à la décrire, ce que je vais faire sur un mode dans un geste que je voudrais qualifier de pédagogique et d'artificiel, ce que je vais faire en décomposant cette gouvernementalité en 3 temps, 3 étapes, et en précisant immédiatement qu'évidemment ce geste fait partie de ce que j'ai appelé une élaboration conceptuelle, au sens qui ne résisterait pas à la réalité de la pratique en question, dans la mesure où, d'une certaine manière, ce dont il s'agit de prendre acte, c'est que cette gouvernementalité algorithmique est d'autant plus efficace qu'elle mélange, qu'elle ne laisse pas apparaître en quelque sorte la séparation des 3 temps que je vais décrire. Donc c'est un geste un peu artificiel et purement théorique qui me fait distinguer ces 3 temps qui, en principe, se superposent parfaitement et circulent parfaitement. Chaque fois, et c'est pour ça que je fais ce geste de décomposition, ce qu'il s'agira pour moi de montrer, c'est le fait qu'à chacun de ces temps, artificiellement distingués au sein de la gouvernementalité algorithmique, ce qui se produit, malgré l'extrême personnalisation que nous pouvons percevoir des pratiques statistiques que je décrirai, hein, et que nous percevons de manière très intuitive quand nous recevons des recommandations sur un site, je ne sais pas moi, de partage musical ou des choses comme ça. Malgré cette extrême personnalisation, ce que je voudrais montrer chaque fois, c'est l'évitement des possibilités de frottement avec les sujets, ou encore, et c'est la conséquence évidemment de ceci, la raréfaction, l'affaiblissement des possibilités de subjectivation qui découlent de cet évitement des possibilités de frottement avec les sujets. Alors, quand je dis raréfaction des processus de subjectivation, je ne veux surtout pas dire de manière paranoïaque impossibilité de ceux-ci, ou encore, je ne veux jamais dire qu'il y aurait une violence en quelque sorte du phénomène que je décris. Au contraire, il y a une sorte d'accord, mais d'accord tacite, d'accord faible, si vous voulez, de réflexivité minimale qui accompagne la réalité que je décris, justement, entre autres parce que je dirais que si cette réalité devait être décrite sur un mode plus violent, elle induirait de la subjectivité, elle induirait de la rébellion ou de la résistance. Donc je tiens vraiment à dire que je n'analyse pas ici de manière tragique une annulation des possibilités de subjectivation, mais au contraire le geste le plus extrême d'affaiblissement de ceux-ci. Alors,
Quels sont ces trois temps? Ils sont assez évidents. Le premier, c'est celui de ce qu'on peut considérer comme étant la récolte et au-delà de la récolte, la conservation de ces données en quantité massive. Récolte et conservation qui s'effectuent, se développent toujours plus par défaut et qui permet de constituer ce qu'on appelle des big data qui apparaissent sur cette base-là comme donnant lieu à une sorte de dédoublement du réel, en apparence parfaitement respectueux de son hétérogénéité, de sa diversité, de sa fragmentation. Alors pour cerner plus en avant, et de nouveau c'est juste un geste théorique, pour cerner ce phénomène de récolte des données en quantité massive et de leur conservation et la constitution des big data qui en découlent, je me contenterai de dire que ces données ne sont ni véritablement données, ni pour autant volées, et que c'est précisément cette alternative-là qui disparaît. Alternative qui présuppose profondément la possibilité du consentement, que ce soit pour vérifier le fait qu'il y a consentement dans le cas du don, ou que ce soit, que ce soit en considérant que ce consentement n'a pas été respecté dans le cas du vol. Or, il me semble que ce qui nous permet de percevoir ce phénomène de récolte des données, c'est bien plutôt le fait que toute forme de référence à un consentement véritablement éclairé, diraient les juristes, apparaît comme tout simplement inadéquate. Dès lors que, pourquoi elles sont inadéquates? Dès lors que ces données, plutôt que l'usage de ces données, que la finalité, en vue de quoi elles sont récoltées, la finalité qui justifierait éventuellement leur transmission, leur conservation, ces finalités, ces usages ne sont tout simplement pas connus, sont eux-mêmes indisponibles. Alors, cette impossibilité, aussi bien du don que du vol, fait que nous devons considérer évidemment que ces données sont, je joue un tout petit peu avec les mots là et ça n'a guère d'importance, sont simplement abandonnées, qu'elles sont laissées en quelque sorte. Mais ce qui m'intéresse, par ce petit détour, c'est tout simplement de percevoir que nous ne sommes pas là face à une négation de la réflexivité, mais seulement face à son affaiblissement le plus extrême, hein, face à la tentative d'affaiblir le plus possible la possibilité d'une épreuve subjective à ce niveau-là. Alors, je décris cette affaiblissement des possibilités de subjectivation, cette perte de tout frottement avec les sujets, à la fois évidemment, mais je ne dois pas m'y arrêter, pour décrire un problème politique et la difficulté d'une résistance, mais surtout, et c'est ça qui m'intéresse, pour montrer la force ou la puissance que cela induit du point de vue de la gouvernementalité en question, dans la mesure où cette perte de toute épreuve subjective me semble bel et bien être le gage le plus fort de l'apparente objectivité des données en question, lesquelles sont si peu volontairement transmises, si peu volontairement données, si fragmentées, si diversifiées, si dépourvues de sens, pourrait-on dire, qu'elles ne peuvent véritablement mentir. Il me semble que c'est ça l'élément qu'il s'agit de retenir de ce premier stade, hein, élément dont, vous l'aurez compris, il s'agit simplement de faire la source de la puissance ou de la force du processus normatif en question. Cette puissance réside précisément dans ce que j'ai appelé l'affaiblissement des possibilités de subjectivation du processus en question.
Alors, je vais répéter exactement le même geste pour décrire le deuxième temps, à savoir celui du traitement de ces données, hein, de leur forage, qui lui aussi est automatisé, évidemment, et qui se fait, c'est pour ça que j'emploie le mot forage, exemplairement par data mining, de manière à faire émerger de ces ce que j'ai qualifié être une sorte de dédoublement, mais parfaitement brut du réel, de manière à faire émerger de celui-ci du savoir, c'est-à-dire des multiples corrélations qui disent quelque chose de ce soi-disant dédoublement brut du réel. Corrélations sur lesquelles ensuite il est possible d'établir, ou par lesquelles il est possible d'établir des profils. Alors, je pointe, et vous allez voir que le geste est le même, une série d'éléments sur ceci. D'abord, le fait que le savoir en question qui est produit n'est constitué que de corrélations, ce qui n'est évidemment pas un drame en tant que tel, au contraire, c'est une extrême richesse. Corréler est le propre je crois, de tout être vivant, pas seulement des humains. Et nous avons toujours accompagné nos savoirs ou commencé nos savoirs, ou même nous nous sommes contentés de corréler. Corréler n'est pas un problème. Ce n'est pas en tant que tel le problème. S'il s'agissait à ce stade déjà de diagnostiquer plutôt où va se situer le problème, c'est plutôt dans le fait que ces corrélations, désormais, sont parfaitement suffisantes à elles-mêmes. Elles sont suffisantes pour produire de la norme. C'est précisément pour ça que j'ai parlé de statistiques décisionnelles, que j'ai insisté sur le caractère décisionnel de la démarche, c'est-à-dire que les corrélations ne sont plus une invitation à leur propre interprétation, en quelque sorte, qu'elles ne sont plus une invitation à produire des types de relations, éventuellement de nature ontologique plus forte, comme le seraient des rapports, que sais-je, moi, de cause à effet, de facteurs, de conséquences, etc. Je me contenterai de dire cela, les corrélations suffisent. Autre élément qu'il me semble important de noter quant à cette production automatisée de savoir, elle semble, j'insiste évidemment parce que je fais une sorte de caricature à ce stade, j'y reviendrai, cette production de savoir semble ou est vécue comme si il était désormais possible de se passer toujours plus de l'expression de toute forme d'hypothèse préalable à la production d'un savoir, de ces savoirs qui sont des corrélations. Et ce, a fortiori, évidemment, étant donné la nature automatisée de cette production et étant donné le développement du machine learning. De la sorte, nous nous trouverions, et je vais exactement répéter le même geste que j'ai posé par rapport à la récolte des données, nous nous trouverions désormais de nouveau face à l'idée d'un savoir dont l'objectivité semble d'autant plus nette qu'elle est protégée de toute forme d'épreuve subjective, protégée de toute intervention subjective, dans ce cas-ci, de la formulation d'hypothèses préalables, hein, qui est bel et bien le geste par lequel normalement la production de savoir s'inscrit dans une subjectivité, plus de formulation d'hypothèses en amont et en aval, plus de travail d'interprétation des savoirs en question. Les corrélations suffisent, comme je l'ai dit. De la sorte, évidemment, des normes, c'est-à-dire les profils qui vont pouvoir être tirés de ces corrélations, des normes peuvent apparaître, sembler, j'insiste sur le fait que je ne décris peut-être pas la réalité telle qu'elle est, hein, mais que je produis un geste théorique ici, les normes peuvent sembler émerger directement du réel lui-même, dans le plus grand respect, hein, de nouveau, de sa variété, c'est-à-dire de manière objective. Alors, j'y suis déjà entré, je serai plus bref sur le troisième temps, qui est celui des
des effets de ces normes sur les comportements individuels ou collectifs, en rapportant les comportements à des profils qui ont pu être établis sur la base de ces corrélations. De ce point de vue-là, je me contenterai de noter que l'action normative en question consiste toujours plus subtilement à agir sur les comportements possibles, évidemment des sujets, qu'ils soient individuels ou collectifs, agir sur les comportements possibles, comment? Par un modelage de l'environnement lui-même, dans lequel se meuvent les sujets en question, et toujours moins dès lors par une contrainte sur le comportement en question, hein, action sur l'environnement plutôt que sur le sujet lui-même ou sur le comportement du sujet. C'est la variation de l'environnement qui peut être produite par ce biais-là, et rien d'autre ne doit être produit que cela. Alors, dans ces trois moments, je regarde le temps, je crois que j'ai encore 5-10 minutes, c'est ça? Plus ou moins? Dans ces trois temps, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est ce que j'ai appelé cette minorisation, cet affaiblissement. Excusez-moi, monsieur Berne, j'avais fermé mon micro. Il reste à peu près 2 minutes. Ah bon, oula, d'accord. Ça va. Alors, ce à quoi on assiste, donc chaque fois, c'est ce que j'ai appelé un affaiblissement de toute possibilité d'épreuve subjective, qui va aussi avec, dès lors, une réconciliation de ce qui était d'une certaine manière la tension ou la tragédie inhérente à toute forme de gouvernement, à savoir la tension entre son caractère sérialisant, hein, gouvernement des populations, et son caractère individualisant. Désormais, ça peut parfaitement être lissé. Bon, écoutez, je vais sauter ce que je voulais dire en plus pour terminer ceci, mais mon but est simplement, en décrivant ceci, mon but est non pas évidemment de montrer que ça gouverne de manière objective, mais de montrer comment ça gouverne et comment ça gouverne d'autant plus intensément. C'est plutôt de décrire une intensification des possibilités du gouvernement, ce que j'ai fait là, pensant que ce diagnostic doit permettre au contraire de récupérer des possibilités de subjectivation en son sein. Alors je voudrais simplement articuler les deux tendances en apparence contraires que j'ai décrites, l'une qui témoigne du retour d'une prétention à l'objectivité dans le champ normatif par ce que j'ai appelé l'affaiblissement radical de toute épreuve subjective, et l'autre qui consiste, mon point de départ, à analyser la dimension du faux depuis une surcharge de subjectivité qui serait dès lors comprise comme une intention de faute, comme une faute au sens pénal. Le problème est évidemment que ces deux tendances en apparence contraires se complètent parfaitement au point de nous pousser vers des alternatives infernales, hein, qui consistent soit à adhérer à l'horizon d'objectivité de la gouvernementalité algorithmique et à pénaliser dès lors toute épreuve subjective, soit au contraire à défendre ce qui est apparemment faux, quel que soit le ressort d'une telle défense. Alors, je ne veux évidemment pas pousser mon analyse jusqu'à adhérer aux valeurs à partir desquelles on pourrait articuler ces deux pans de mon analyse. Je veux au contraire freiner ceci, mais je voudrais quand même aller un tout petit peu plus loin que de dire simplement que les deux phénomènes que j'ai décrits, celui de la gouvernementalité algorithmique et celui d'un retour du faux sur la scène de la mauvaise intention, sur la scène de la falsification, je voudrais tout simplement aller un tout petit peu plus loin que me contenter de dire qu'ils sont contemporains, hein, qu'ils s'articulent l'un à l'autre et qui doivent être analysés sur ce mode-ci. Alors comment aller un tout petit peu plus loin dans une articulation critique de ces deux éléments sans tomber dans une sorte d'adhésion au système que j'ai décrit? Alors, on peut évidemment, sur la double base que j'ai décrite et sans la supprimer, montrer que chacune des choses que j'ai décrites ne correspond pas entièrement à la réalité des phénomènes dont je prétends rendre compte. Une gouvernementalité algorithmique qui permettrait de produire des normes de manière objective est évidemment une utopie et restera une utopie.
Comme le disait Desrosières, les données ne sont pas données, elles ne sont pas là. Je Elles vous sont, interromps, il faudrait conclure, s'il vous plaît. Il faudrait oui, conclure. d'accord. Elles ne sont pas données, elles sont construites. Bon, si je dois conclure dans la minute, évidemment, je dois un tout petit peu prendre du temps pour inventer la conclusion. Donc, les données sont les données sont plus construites que je ne les laissais apparaître, elles sont toujours l'expression de rapports de force, elles sont toujours l'expression malgré tout d'hypothèses. Et on continue de percevoir évidemment les exclusions qui sont produites sur cette base, mais il n'empêche que cette réalité qui fait qu'on n'est pas évidemment entré dans un monde de la parfaite objectivité, cette réalité ne me semble pas analyser la vérité politique du modèle que je viens de présenter, parce que c'est bel et bien de là que la gouvernementalité algorithmique tire sa puissance. C'est comme ça qu'elle gouverne. Ce n'est pas comme ça que les normes naissent effectivement, mais c'est bel et bien de là que la gouvernementalité algorithmique peut se déployer. Oui, alors écoutez, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Je suis désolée d'avoir ce rôle ingrat de la modération. Mais écoutez, nous avons ensemble, merci beaucoup de cette intervention, et nous avons ensemble encore une quinzaine de minutes pour discuter, évidemment, où vous allez pouvoir développer cette conclusion, parce que, évidemment, je reste un petit peu sur ma faim comme plusieurs, parce que vous arriviez à nouer ensemble ces deux éléments, finalement, de la question de la prétention à l'objectivité, que je retiens comme issue finalement des normes algorithmiques ou de l'algorithmique, avec ce champ que vous appelez la surcharge de subjectivité qui est derrière ces faux Alors, ce que je relève qui est particulièrement intéressant, justement, c'est que nous sommes à une époque à la fois, justement, de prolifération de ces faux et dans un espace où la question algorithmique de l'intelligence artificielle est en train de plus en plus de prendre place et de créer cette, comme vous dites, cette illusion, d'une certaine façon, cette utopie d'objectivité. Alors, je ne formule pas une question parce que j'aimerais laisser nos participants intervenir. Donc, vous connaissez tous la façon de faire avec la main levée. Alors, est-ce que, oui, Fabien, donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très enrichissant. Alors, je vais peut-être avec ma question vous donner la possibilité de conclure. En fait, c'est une question toute simple qui porte sur finalement l'articulation entre la super objectivité là, qui est rendue permise par la gouvernementalité algorithmique, donc d'articuler ce phénomène-là, qui nous touche tous de près et de loin aussi, avec le phénomène des fake news. Est-ce qu'on peut s'autoriser à dire, mais là, évidemment, ce que je dis, c'est très général, il faudrait regarder en détail, regarder les choses de près, les applications, etc. Mais est-ce qu'on pourrait penser le phénomène des fake news et tout ce que ça présuppose en termes de fantasme, en termes d'adhérence, comme un emballement, enfin une forme de résistance par rapport à cette super objectivité qui est produite par la gouvernementalité algorithmique. Est-ce qu'on peut s'autoriser cette forme d'articulation ou pas du tout ? C'est ce que je voulais freiner, justement. Alors, que ce soit, pour aller très vite, que les deux phénomènes soient complémentaires et qu'on ne puisse que tomber dans cette complémentarité, ça c'est ce que je voulais faire apparaître dans un premier temps, d'une part. D'autre part, il est évident que, mais là c'est entre autres dû à mes propres incompétences sur le sujet des fake news, mais il me semble évident qu'il s'agit de refuser quelque part ce que j'ai appelé une certaine pénalisation de la question de la vérité, et refuser de sombrer dans ce puissant fond de l'intention, pour considérer que ce ne sont pas justement des intentions malveillantes qui justifient le phénomène en question, quitte à mettre des présidents de la République derrière, mais que le phénomène des fake news s'explique sur un mode beaucoup plus critique, évidemment, en analysant les phénomènes de répétition, les phénomènes de reproduction, par exemple grâce à des algorithmes de recommandation qui sont
qui peuvent être quasi considérés comme les producteurs des fake news, hein, c'est-à-dire en enlevant cette pente pénalisante, cette pente de l'intention malveillante qui se trouverait derrière les fake news, mais pour prendre en considération le fait que ramener ce phénomène-là à l'intention malveillante, au geste de manipulation ou à la figure grimaçante d'un président de la République, ramener cela en niant en quelque sorte l'infrastructure dans laquelle ça s'élabore, ça consiste précisément à s'exonérer dès lors de devoir prendre en considération le fonctionnement de la gouvernementalité algorithmique en question, c'est-à-dire son fonctionnement essentiellement citationnel. Hein, on est dans le registre d'une... Il me semble que le subjectivisme apparent qui prévaut au phénomène des fake news est précisément ce qui empêche de le percevoir dans son fonctionnement citationnel et d'entamer dès lors la critique de ce que j'ai appelé la gouvernementalité algorithmique. Alors ceci vaut non seulement au niveau de l'analyse, mais je dirais même aussi au niveau des responsabilités juridiques. C'est pour ça que j'avais parlé dans un premier temps de fléchage de la responsabilité. Il est évident qu'ici nous devons nous situé aussi sur un terrain qui prend en considération les responsabilités, non pas du point de vue des intentions, mais bel et bien du point de vue des relais, c'est-à-dire des phénomènes citationnels qui nourrissent ces fake news. Voilà. Voilà la manière avec laquelle je relierai les deux sujets. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Et effectivement, c'est une manière de conclusion qui s'ouvre par cette question. Colette, maintenant que tu as levé la main, donc je te cède la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup de me permettre d'assister à ce séminaire. C'est une première fois pour moi également. Et puis, je suis très heureuse de commencer déjà avec cette présentation du collègue Berns. Donc, en fait, peut-être juste pour vous situer un peu, je fais partie d'un observatoire qui est basé à l'Université Laval sur les impacts sociétaux. Je pense que vous êtes déjà intervenu, en fait, avec le collègue Pierre-Luc Désiel ou votre collègue Madame Rouvroy. Donc, je ne sais pas si c'était dans le cadre de l'OBVIA, qui est un observatoire des impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. C'est gros à dire comme ça. J'ai déjà épuisé mon temps juste là. Mais en fait, les réflexions qui animent cet observatoire, c'est vraiment à la fois les effets pervers, les questions critiques comme celles que vous avez contribué et que vous continuez à contribuer, mais aussi la mobilisation de ces outils pour contrer, pour dompter la bête en quelque sorte, et j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. Est-ce qu'à votre avis, c'est une utopie de vouloir mobiliser justement ces outils, que ce soit de données massives et d'intelligence artificielle, pour contrer des phénomènes tels que la désinformation? Je suis d'accord avec vous pour les fake news. Ici au Québec, on dit fausses nouvelles. Mais à mon sens, les fausses nouvelles, c'est un phénomène presque de panique sociale ou de controverse plutôt qu'un réel enjeu. Merci pour le lien. Alors, on va parler plutôt de désinformation et les Anglais vont parler de mésinformation pour parler du phénomène de relais, de partage, qui sont des concepts beaucoup plus précis. Alors, si on entend la désinformation comme à la fois un problème d'informations qui sont erronées et qui sont aussi trompeuses ou enfin manipulées, je comprends que le problème de l'intention est complexe. Est-ce qu'à votre avis, on peut mobiliser ces outils-là pour contrer ces phénomènes-là ou est-ce que c'est carrément utopique? Grosse question, mais enfin, répondez comme... oui, tout à fait. Non, merci. Prenez le morceau qui vous convient. Alors, est-ce qu'on peut? Bien entendu, on peut. C'est-à-dire que effectivement, les nouvelles possibilités de production de savoir sur la base de données en quantité massive ont aussi quand même cette grande vertu de pouvoir produire de la vérification, si vous voulez. Donc, effectivement, il est possible de contrer une chose par l'autre. Ceci dit, et donc je ne veux pas du tout fermer cette
perspective qui consisterait à produire de la vérification, si vous voulez, de la vérité, grâce aux nouvelles perspectives épistémologiques qui sont produites entre autres par l'intelligence artificielle. C'est une véritable possibilité. Seulement, on resterait en quelque sorte dans la figure pénale que j'ai essayé d'éviter. Moi, ce qui me semble le plus intéressant, alors, c'est de montrer comment se forge. Il faudrait voir dans quelle mesure, et là, ça dépasse tout à fait mes compétences, dans quelle mesure, justement, ces nouvelles possibilités de production de savoir nous permettent de montrer comment se forge du fake, comment se fabrique de la mésinformation. Non pas donc pour vérifier, non pas pour inculper, non pas pour participer à ce devenir pénal de la question de la vérité que j'ai voulu freiner d'une certaine manière, mais tout simplement pour montrer les mécanismes de citation, parce que c'est sur ce terrain-là que je voulais revenir, ce que je n'ai pas tout à fait fait, pour revenir sur ce terrain de la citation et de l'entre-citation et du déplacement dans la citation, c'est ça qu'il s'agit de montrer. Donc, tout à fait sortir de l'idée que ce qui doit nous permettre de penser le problème, c'est une intention malveillante derrière une vérité, pour considérer au contraire que c'est les déplacements dans la citation ou éventuellement les absences de déplacement dans la citation qui sont producteurs du fake en question, qui sont producteurs de la mésinformation en question. Et c'est pour ça, c'est pour justement cette perspective qui met l'accent sur le phénomène de la citation que j'avais tenu à signaler dans un premier temps l'utilité d'une perspective derridienne sur ce problème-là, puisqu'elle nous permet à la fois, comme je l'ai fait pour une part, de pointer le danger de phénomènes de production en quelque sorte mécanique de la norme au travers de répétitions mortifères, je veux dire, de simples phénomènes d'accumulation, mais elle permet aussi, c'est bel et bien cela la citation chez Derrida, de prendre en considération les déplacements qui sont produits au sein d'une citation. Toute citation est non seulement répétition d'un même, mais aussi déplacement d'un même, et ces phénomènes de répétition qui sont de différence dans la répétition, qui sont précisément ce qui est intéressant, et qui sont ce qui à la fois peut rendre une vérité mensongère ou la rendre novatrice. Je veux dire, elles ne nous prémunissent pas contre le danger du fake, au contraire. Ça fait partie de la performativité technique de pouvoir produire cela, et ça fait partie de toute performativité que de pouvoir avoir des effets comme celui-là. Mais ça permet de mettre l'accent non pas sur la catégorie de l'intention, qu'est-ce qui se trouve derrière la production de la vérité, mais sur les phénomènes de répétition qui constituent véritablement celle-ci. Voilà, c'était ce geste théorique-là que je voulais produire et vous permettez de produire maintenant.